Bonjour, panne voiture. Je vous montre une obsolescence programmée chez Peugeot. Mais Peugeot, n'importe quelle marque, ils sont tous à la même enseigne. C'est tous des voyous de haut niveau qui participent à appauvrir la France profondément. Savoir que le budget voiture pour les particuliers, c'est un budget important dans une vie. Et quand on fait exprès de faire de l'obsolescence programmée, qui plus est, dont le caractère recyclable est très douteux, non seulement on fait de la pollution, mais en plus on appauvrit tout le monde. Et pour quelques imbéciles qui vont avoir des salaires exorbitants, parce qu'en fait, moi j'ai travaillé chez Renault Automobile Le Mans, qui s'occupe de faire les cardans et les boîtes de vitesse pour les voitures. Alors à l'époque c'était la Mégane et la Clio. Donc vous avez un bâtiment qui est immense, qui fait 3 terrains de foot, juste pour construire les boîtes de vitesse et les cardans. Donc bon, sur les conceptions de boîtes de vitesse et de cardans, j'ai pas de remarques particulières, hein, sauf certaines voitures qui sont sous-dimensionnées au niveau des roulements et des largeurs d'engrenage, et puis ce qui fait que les boîtes de vitesse, soit elles cassent, soit elles durent pas longtemps, soit les roulements prennent du jeu avant l'heure, etc. Donc ça, il y a des modèles, enfin les mécaniciens connaissent bien les différents, enfin les véhicules qui sont sensibles à ce genre de problème. Tous les véhicules ne sont pas touchés. Par contre, tous les véhicules sont touchés parce que je viens de vous montrer. Alors, il s'agit d'un, alors vous voyez, il y a plein d'ustensiles dedans, mais il s'agit du levier de vitesse. Levier de vitesse sur 206 HDI 110 diesel avec un FAP. Alors moi, c'est un modèle, c'était moi j'ai acheté la dernière 206 sur lequel c'était la fin de série. C'est-à-dire après c'était la 206 plus. Ils avaient dit qu'ils arrêteraient la 206, puis finalement ils ont ressorti la 206 plus où ils ont mis des phares qui étaient moches à la place. Et c'est quasiment la même voiture. Donc ils ont prolongé un peu la 206 en fait. Moi, cette voiture, je l'ai achetée neuve, quoi, 250 km. C'était une voiture d'essai, donc j'ai eu un prix dessus. Je l'ai acheté 15 500 euros, ce qui était le double d'une 206 neuve. Quand on est passé de 205 à 206, la voiture a pris le double, quoi. Donc en gros, tous les 10 ans, le prix des voitures est multiplié par 2. Donc vous voyez, l'inflation sur les voitures, ça ne suit pas du tout le niveau des salaires. Donc ça, c'est le premier problème. Alors ils automatisent, ils mettent des machines, ils virent les gens, et au final, les voitures sont plus chères. Donc ça n'a aucun sens. Alors certes, et les voitures sont pas plus fiables. Parce qu'ils font exprès de les faire pas fiables. Donc je vous explique l'obsolescence programmée. Donc d'abord, je vous explique un peu le mécanisme. Donc vous voyez, vous avez une sphère qui est... non, c'est pas évident. Ah voilà, on voit bien. Vous avez une sphère, le levier là, voilà, il est monté sur une sphère. Et vous voyez, et vous avez le levier qui forme un T et qui active, vous voyez, la deuxième biellette. Et ça commande la boîte de vitesse. Donc vous avez deux câbles qui sont ici, qui sortent. Alors, je vous dis pas le prix des pièces. J'ai été chez Peugeot, un câble, 350 euros. Le câble. Alors, moi, sur mon vélo, le câble de frein, ça coûte même pas 5 euros. J'ai regardé sur d'autres marques de voitures, on trouve des câbles pour 34 euros, hors taxe. Donc là, on voit qu'ils en sont rendus. Moi, mon véhicule, il est de 2004. J'ai très peu roulé, j'ai que 120 000 km. Donc cette boîte là que vous voyez, elle a été changée à 80 000 km. Ça m'a coûté 400 euros, quoi. J'ai été au garage, ils m'ont remplacé. C'est un boîtier monobloc. C'est-à-dire, vous avez tout ce boîtier là, vous avez une tôle en ferraille en dessous, qui est sertie, c'est même pas vissé, c'est serti, c'est une merde à monter, c'est horrible. C'est pas fait pour être démonté 25 fois, c'est clair. Et donc, ils vous vendent tout le bloc, sans les câbles, 350 euros, la main d'œuvre, le changer, etc. Pour le changer, il faut tomber le pot d'échappement, enlever la tôle thermique qui sépare, parce que vous avez une tôle qui sépare pour protéger, comme ça en plastique, ils mettent une tôle thermique, quoi, forcément. Enfin, une tôle thermique, ça reste du plastique, ça reste du métal, donc ça retransmet la chaleur assez bien, quand même.
Bon, ça limite un peu quand même. Donc, en fait, je vais vous montrer quelle est l'obsolescence qu'ils ont fait dans cette conception. Moi, je suis ingénieur en mécanique, donc quand je vois des conceptions comme ça, je vois qu'ils l'ont fait exprès. Donc, je vais vous montrer. Donc là, déjà, pour le démonter, vous voyez la sphère femelle qui est en plastique blanc, là. C'est 3 clips, c'est monobloc. Donc, il faut rentrer trois fourchettes pour arriver à le sortir. Donc, déjà, la pièce d'usure, c'est la sphère. Pour vous expliquer d'abord, la pièce d'usure, c'est la boule en plastique qui est surmoulée sur le levier, qui est la pièce d'usure, et la deuxième pièce d'usure, c'est la pièce en plastique ici, qui est la sphère femelle. Ça, c'est la pièce d'usure. Ici, vous avez les boules dans lesquelles viennent s'emboîter les câbles, qui sont de qualité, hein. Sur ce modèle de voiture-là, sur des voitures, c'est complètement pourri. C'est des câbles à pousser tirer. Là, je veux dire que le câble est de qualité. Ces câbles, pour les enlever, vous avez ces pièces-là, là, c'est des espèces d'ergots, là. Donc vous tirez dessus à la pince multiple, et vous enlevez ces ergots, ça vous permet de sortir les câbles. Et pour pouvoir enlever les têtes de câbles qui sont emboîtées, qui sont en fait comme un petit bol, mais dans lequel il y a du caoutchouc qui est surmoulé, et c'est du caoutchouc un peu élastique, et donc ça rentre en force. Et le truc pour pouvoir les enlever, c'est qu'il faut prendre une clé plate de 10 ou de 9, très très fine, que vous passez entre les deux, et vous faites levier pour pouvoir le sortir. Et il y en a un pour lequel c'est facile, celui-ci c'est facile. Là, ils ont rajouté un morceau de caoutchouc, on ne sait même pas pourquoi. Ça rend beaucoup plus emmerdant à enlever. Donc il faut forcer comme une mule. C'est comme pour le pot d'échappement, pour tomber le pot d'échappement, vous avez des caoutchoucs s'il en bloque, faut forcer comme une mule pour l'enlever. Enfin, une femme aurait du mal à l'enlever parce qu'il faut vraiment forcer comme une mule, il faut de la force d'homme. Donc c'est voilà, c'est l'ingénieur qui conçoit les voitures déjà, il en a rien à foutre de la maintenance. Alors ce qu'il faut savoir, c'est le recrutement, c'est assez original. Parce que j'ai passé un recrutement. Au début, j'étais en intérim chez Renault. D'ailleurs, j'ai pas été pris. Mais je me dis que finalement, c'est peut-être pas une mauvaise chose parce que pour travailler avec des imbéciles, ça sert à rien. Les critères de recrutement, ils passent des tests psychotechniques. Alors ça n'a rien à voir avec les compétences que vous devez avoir pour concevoir les voitures en fait. Les tests psychotechniques que j'ai passés chez eux, c'est un peu comme les gens qui sont très compétents là-dedans, c'est les gens qui aiment bien faire les jeux sur les journaux, les mots croisés, les trucs comme ça, les petites casse-têtes, les trucs débiles quoi, les trucs qui servent à rien. Et ben ça c'est les critères de recrutement chez Renault à l'époque c'était ça. Et je pense que ça n'a pas beaucoup changé. Et donc si vous n'étiez pas doué en jeu inutile, vous n'étiez pas recruté. Moi, je pense que c'est eux qui sont inutiles, eux qui sont des voyous. Alors, ils font exprès, disons finalement, ils font exprès de prendre des gens qui ne sont pas vraiment compétents dans les bureaux d'études pour augmenter leur chiffre d'affaires et arnaquer le client au final. Donc, il y a deux aspects. On fait exprès de faire de la mauvaise qualité pour faire de l'obsolescence programmée, pour que vos voitures ne puissent pas aller jusqu'à leur durée de vie maximale. Parce que moi, je suis en panne, 120 000 km, Peugeot me dit, je vais le voir, une deuxième fois. Alors, ce qui est très très choquant, c'est qu'à 80 000 km, donc c'était il y a 2 ans, ils m'ont changé la boîte, 400 euros. Là, j'y retourne, je dis combien ça coûte pour changer la boîte. Ils me répondent, oh bah la boîte, on la fait plus. Mais on fait encore les câbles. Alors les câbles, ils sont de qualité, donc il y a peu de chances d'avoir besoin de les changer sur la durée de vie d'une voiture. Par contre, ça, oui, il y a un problème de conception, et ils font plus la pièce. Ils réparent pas la voiture. Ma voiture, elle a que 120 000. Pour une petite pièce en plastique comme ça, si je suis pas ingénieur en mécanique, la voiture va à la casse. Alors qu'elle est impeccable. Vous voyez le problème? Vous achetez une voiture, vous roulez 5-10 000 km. Si vous êtes bien organisé dans votre vie, vous roulez 5 à 10 000 km par an. C'est-à-dire que vous habitez pas trop loin de votre lieu de travail, vous faites des efforts environnementaux, vous essayez d'organiser votre vie de manière économique, optimale, pas perdre de temps, etc. Voilà, si vous arrivez à ce genre de résultat. Et bien si vous faites 10 000 km par an, bah, au bout de 10 ans, vous avez 100 000. Et ben, au bout de 10 ans, ces messieurs, bah, ils veulent plus faire les pièces. Si vous roulez que 5 000, au bout de 10 ans, bah, c'est pareil. Au bout de 20 ans, vous avez que 100 000. Donc moi, en moyenne, j'ai dû faire 8 000 km de moyenne, je sais pas, je suis à 120 000.
Elle est de 2004, on en arrive, on est en 2000, en 2023, j'ai presque 20 ans. Bon bah c'est bien, c'est si je crame pas des bagnoles, je bousille pas l'air, l'environnement, etc. Donc c'est bien. Il y a beaucoup de gens qui font moins de 10 000 ou 10 000 km par an. C'est la majorité des gens. Donc quand on fait ça, on s'attaque aux gens qui ont le moins de moyens. Forcément. C'est les gros rouleurs qui se payent des grosses bagnoles de société et puis qui font 200 000 km tous les 3 ans. C'est une minorité de la population. Donc en fait, là je vais vous montrer pourquoi. En fait, je peux déjà vous le dire tout de suite. Alors vous voyez du truc bleu là, ça c'est une réparation temporaire. J'ai mis du scotch pour pouvoir rendre fonctionnelle la boîte, pour pouvoir aller chercher des pièces détachées. Alors je ne peux pas vous dire comment je vais la réparer, parce que tout ça c'est soumis à des lois. Donc en fait, on est obligé de remplacer, c'est-à-dire si vous n'avez pas le droit de mettre autre chose que des pièces d'origine Peugeot sur votre véhicule, même si c'est mal conçu, même si c'est de l'obsolescence programmée. Alors savoir que le législateur, bah, finalement, je ne sais pas s'il condamne ce genre de choses, parce que l'obsolescence programmée, pour moi, c'est quand vous tombez en panne 1 an après la garantie, juste après par exemple. Si vous tombez en panne 1 an et demi, alors que c'est garanti 1 an, bon, c'est considéré comme obsolescence programmée. Après, sur ce genre de choses, moi je crois que le législateur fait pas grand chose. Il faut pas grand chose en fait. Donc je vais essayer de sortir la sphère pour vous montrer en détail. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que la deuxième fois, la boîte, elle a duré que 20 000 km au lieu de 80 000. Je dis c'est bizarre, je paye 400 euros et je tombe en panne au bout de seulement 20 000 km. Alors j'étais pas content. Et en plus, on me fait, oh, bah, de toute façon, la pièce, on la fait plus. Ah bah là, et comme ça, le problème était réglé. Ils n'avaient pas rien à se reprocher. Donc, je vais essayer de l'enlever. C'est pas la chose la plus facile à enlever. Hein. C'est surtout que je vais tout faire sauter. Là, c'est bon. Et là, hop. Alors, et après, on tire sur le tout. Oh merde, il est pourvu. Alors, les clics, il y en a 3, donc ils sautent, forcément. C'est pas fait pour être démonté, vous avez bien compris. C'est un montage définitif, quoi. Bon, on arrive quand même à le démonter quand on est malin, quoi. La pièce d'usure n'est pas démontable. Donc ça, c'est le législateur, il devrait, s'il était au service de la population, et puis si j'enlève pas l'axe, ça va pas le faire. C'est forcément si je tire et que j'ai pas enlevé l'axe. Alors vous avez un axe latéral là. Alors déjà, il n'y avait pas d'accès pour le démontage. Bon bah j'ai fait un trou là, pour pouvoir démonter, parce que c'est juste un axe. C'est juste un axe serti. Hein. Donc il y en a qui perdent l'axe. Hein. Et puis après ça tombe en panne. Ils savent pas pourquoi. Mais c'est dangereux, hein. Parce qu'en fait, si vous êtes en train de doubler et puis que vous perdez votre axe, il tombe comme ça, juste parce qu'il est serti à la légère. Et ben, vous pouvez avoir un accident en train de doubler, vous perdez la puissance, vous faites un dépassement un peu juste en timing par exemple. Vous perdez la puissance au moment où vous en avez besoin. Vous n'avez plus qu'à freiner comme un fou pour sauver votre peau. Hein. En plus, c'est une mise en danger d'autrui. Hein. Voilà, j'ai réussi à régler. Hop, voilà la bête. Alors vous voyez, c'est une sphère plastique élastique. Alors le problème, c'est plastique sur plastique. Je suis pas, à vue d'œil, c'est pas du PA66. C'est-à-dire, dans les plastiques, vous avez deux catégories de plastiques. Vous avez des plastiques secs et les plastiques gras. Quand on utilise des plastiques pour faire du frottement, on utilise toujours du plastique gras. Et le plastique gras, c'est du polyéthylène, PA66. Voilà. Airtalon, voilà, il y a des variantes commerciales, de non commerciales, mais à la base, c'est un PA66. C'est le même plastique que pour vos bouteilles que vous buvez. Voilà, sauf que celui-là que vous buvez, il est alimentaire et celui-là, il n'est pas alimentaire. Et ça, vraisemblablement, c'est pas un PA66, c'est un plastique sec. Et ils ont fait une sphère en plastique sec sur alors, plastique sur plastique, déjà, si c'est pas lubrifié, ça va se bouffer. On met jamais deux matériaux identiques en frottement. On met toujours, soit il y a un matériau qui est trempé, par exemple, l'acier trempé sur de l'acier pas trempé.
Mais en général, on prendra plutôt un laiton sur du métal ou un bronze sur du métal, etc. Et surtout, on graisse et on lubrifie. Donc là, si j'essaye de durer que 20 000 km, c'est qu'en fait, ils n'ont pas lubrifié. Ils n'ont pas graissé. Et donc, au lieu de tomber en panne déjà à 80 000, ce qui n'est pas normal, bah là, je suis tombé en panne à 20 000. Donc voilà. Donc en plus, ils m'ont arnaqué. Donc voilà. Donc en fait, la sphère, vous tirez, hop, c'est élastique. Hop. Et vous voyez, en fait, j'avais entouré de scotch. Et en plus, c'est un scotch qui est pas. C'est le truc scotch électrique. Voilà, donc hop. Ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le fait que ça marchait plus, c'est que comme il y a eu du frottement, faute de graissage, il y avait à l'intérieur du boîtier, il y avait une montagne de poussière de plastique. La sphère ici est devenue oblongue, au lieu d'être bien sphérique, et elle a pris beaucoup de jeu latéral, ce qui fait que quand je passais le levier, au lieu que ça tire sur les câbles, en fait c'était la boule qui bougeait, qui se mettait, les câbles restaient en position, et c'était la sphère qui prenait un jeu énorme dans le mécanisme et qui faisait plus levier. Et à un moment donné, vous ne pouviez plus passer vos vitesses. Donc voilà la grosse cochonnerie qui. Vous voyez? Voilà. Alors ça, en plus, hein, vous payez un moule assez cher hein, pour faire des pièces comme ça. Ça, c'est une pièce complexe de moulage. Le moule, là, c'est minimum, je dirais, 7-8 000 euros le moule, là, hein. Parce que c'est un moule à 3 avec des tiroirs et tout, donc c'est un moule assez cher. De toute façon, il est fait en Chine, mais là, je vous dis, hein, c'est un prix Chine, hein, ça. 7-8 000 euros le moule, c'est en Chine. Hein. Si en France, vous payez 12-15 000 euros, facile. Et donc, vous avez ça, vous voyez. Donc, ils ont surmoulé une sphère en plastique là-dessus. Voilà, ils auraient pu mettre du laiton, ici, ils auraient pu mettre de la ferraille et des coquilles embouties en métal. Ils pouvaient faire autre chose. Ça aurait même pas été plus cher. Par contre, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus fiable. Parce que, vous voyez, si je montre les rayures que vous avez là, vous voyez les rayures, c'est énorme. Alors la boule, elle fait un diamètre de 36 là où elle n'est pas usée. Et là où elle est usée, elle fait plus de 35. Ça, c'est la boule. Donc là, la boule, elle est morte, quoi. Et c'est surtout ça qui est mort. La boule, je pense encore, on pourrait arriver à s'en arranger. Mais c'est surtout ça. On a un jeu axial là qui fait presque 1 cm, quoi. La latérale, on a un jeu qui est pas énorme, mais il y a un jeu, quoi. Il y a un jeu d'1 millimètre, quoi. Voilà, c'est voilà ce qui là, une obsolescence programmée. Une deuxième obsolescence programmée qu'il y avait sur cette voiture, c'est le pot d'échappement. Par exemple, une ligne de pot d'échappement, c'est hyper cher parce que la ligne de pot d'échappement sur la D106 HDI, elle est en inox et elle coûte 1200 euros. Donc il dit, à la vente, le commercial, il dit ouais, mais attendez, 15 000 euros, mais vous avez vu, pot d'échappement en inox et tout ça, c'est du costaud, c'est fait pour durer. Voilà. Ça, c'est l'illusion qu'on vous montre, l'argument commercial. Et en fait, j'ai eu un problème de pot d'échappement à 60 000 km. Et il tombait. Bah, il dit bah merde alors. Et il m'a vendu un pot d'échappement. Il dit ouais, il est fantastique, formidable. Et puis il tombe. Et pourquoi il tombe? Bah, parce qu'en fait, les colliers qui tiennent le pot d'échappement, ils sont en ferraille qui rouillent bien fort et puis pas traités contre la corrosion. Alors, et puis en plus, c'est une pièce assez complexe avec des formes, puis un collier, etc. Alors moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, alors déjà, j'étais pas content, parce que c'est idiot de changer un pot d'échappement en bon état, juste parce que les colliers sont pourris. Et les colliers se détaillent pas. C'est ça qui est fou. Ils détaillent pas les colliers. Donc moi j'ai démonté les colliers et j'ai soudé de l'inox dessus. J'ai fait un cerclage en inox, c'est très compliqué à faire, il faut beaucoup de temps pour avoir la précision, la forme, parce que c'est ovale, c'est pas rond. Il faut refaire un repli, il faut mettre une vis, un écrou soudé. Enfin, c'est du boulot de mécanicien, voilà, d'industriel. Et, et puis quand je suis passé au contrôle technique, alors en fait j'ai refait la même pièce qu'avant, mais en inox. Et ben, ce contrôle technique, il m'a dit qu'il y avait un défaut, un défaut sur les supports d'échappement, mais il n'y en a pas. C'est juste que lui, il a vu qu'ils étaient en inox, donc il considère que c'est pas comme ça d'origine, donc il met un défaut
sur le contrôle technique, mais c'est un défaut mineur, hein, mais donc vous n'êtes pas refusé pour ça. Mais vous voyez la mentalité? C'est-à-dire, les constructeurs sont des voyous, les législateurs qui prennent 60% d'impôts hein, sur tout ce qu'on fait. Parce que c'est pas que de l'impôt direct, mais il y a des impôts indirects, il y a la TVA, il y a vos impôts à vous sur votre revenu, et puis après vous avez toutes les charges sociales qui rendent les gens malades, qui tombent malades parce que la voiture est. Ils sont stressés parce que la voiture est foutue, qu'ils ne savent pas comment ils vont trouver l'argent. Voilà. Donc, voilà. Alors en plus, une autre obsolescence programmée. Elle est où? Elle est où? Ah oui. Alors vous avez ça, pour moi. Donc en fait ça s'emboîte là-dedans. Donc ils ont fait une espèce de truc plastique surmoulé qui tient assez bien. Et ça s'emboîte comme ça. Et pour pouvoir l'enlever, il faut tourner fort et tirer. Donc je l'ai démonté une fois, ça s'est bien passé la première fois. Et la deuxième fois, ça peut bien passer. Regardez ce qui s'est passé. Voilà. Cassé, déchiré. Alors c'est quoi cette matière là? Et alors je vous explique à l'intérieur comment c'est fait. Vous allez comprendre. Alors tout ça, hein, c'est pas recyclable. Hein, c'est la belle boule en aluminium avec de la cochonnerie dessous. En plus, l'aluminium, c'est la nodisation. Regardez si vous regardez bien. La nodisation, elle est polie. Enfin, il y a un endroit. Ah, je sais pas, j'arrive pas à voir. Voyez, ah, voilà. La nodisation, elle a sauté. Maman, elle est en train de faire du polissage sur l'aluminium. Savoir que se mettre des oxydes d'aluminium sur la peau, c'est pas forcément bon. Hein, vous faites rentrer de l'aluminium dans votre corps. Voilà, donc en fait, c'est un tube plastique, on aura du mal à voir parce qu'il faudrait que je l'éclaire. J'ai pas de lampe. Bon, en fait, en gros, je vous explique. Hein. C'est un petit tube en plastique fin qui traverse tout l'ensemble, surmoulé avec une mousse à cellules fermées, mousse dure. Hein. Ils ont mis une mousse, c'est pas complètement dur, mais c'est une mousse assez dure, qui englobe, qui fait la forme. Mais c'est une mousse qui craque aux ultraviolets. Vous voyez, ça a perdu ses propriétés mécaniques. C'est fait pour être monté, c'est pas vraiment fait pour être démonté. Donc en fait, le constructeur, dans les garages, quand ils tirent, ils peuvent les casser comme moi. Hein. Donc en fait, alors ça c'est encore une autre pièce détachée. Donc on va en vendre encore une autre. Parce qu'on a fait un truc qui est pas durable, quoi, qui est fait pour tomber rapidement en panne. Quoi. Voilà. Donc j'ai ça aussi à réparer. Voilà. Et puis ça, ils vont vendre 100 euros. Hein. C'est vraiment. Et j'ai eu une autre panne sur cette 206. Là, c'est une panne du circuit de freinage. Alors là, c'est juridiquement, je pense que là-dessus, je peux même les mettre en. J'aurais dû faire une procédure avec un huissier pour faire constater le défaut dans le garage et ensuite faire une procédure juridique contre Peugeot. Parce qu'en fait, les circuits de freinage, c'est simplement un tube hein, qui sort de la boîte de vitesse. Parce que alors il y a un système ABS hein, sur ces voitures, c'est un système assez évolué au niveau hydraulique. C'est une 4 freins à disque et c'est le modèle sport en fait. Enfin, le modèle voiture tape-cul, on va dire, pas confortable, qui permet pas de faire de la route sur de la longue distance. Voilà comment on pourrait définir. C'est pas sport, c'est surtout pas confortable. Faut aimer se taper le cul. Et en fait, les sièges n'étaient pas confortables, j'avais mal au cul, j'ai été obligé de les rigidifier. Enfin, ils savent même pas faire des sièges. Pour avoir des sièges à peu près confortables dans la gamme Peugeot, il faut au minimum 308, 307, 306. Et toutes les gammes en dessous, vous avez mal au cul dès qu'au bout de 200 km. Oh, mais c'est lamentable, ils sont constructeurs depuis 50 ans. Et ils savent rien faire. Et c'est de pire en pire. Hein. Chez Peugeot, c'est de pire en pire. Ils ont des problèmes majeurs sur les moteurs 3 cylindres. C'est-à-dire vous avez du mal à faire 100 000 km avec le moteur sans tomber en panne. En gros. Les joints de culasse ou alors je sais plus quoi. Voilà. Les moteurs 3 cylindres ne sont pas fiables. Voilà. Chez Peugeot, c'est dit. Stellantis a développé ça. Je sais pas lequel des deux faut condamner. Mais il y a un imbécile entre temps. Eux qui faisaient des bons moteurs, c'est fini, ils n'en font plus. C'est catastrophique. Ils ne savent plus faire les bagnoles.
il maltraite le personnel compétent, et à la fin, eh ben, il s'affiche sur les bagnoles. Voilà, c'est ça. Les mecs ils se barrent, ils en ont marre, ils vont faire autre chose. Puis le personnel, il y a un turnover qui fait que bah, la compétence fout le corps avec le turnover, quoi. Non, non, mais c'est le management en industrie, c'est du management que je considère comme malveillant, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Et à la fin, c'est du résultat minable. Mais il y a quand même quelques profiteurs dans l'histoire. Alors je vous explique. J'ai demandé quel était le salaire du chef de service. Parce qu'un jour, il y a eu une réunion et puis il ne comprenait pas pourquoi, quand il faisait marche arrière à fond la caisse avec la médiane, les aiguilles des cardans cassaient. Donc ils ont détecté le problème aux essais, donc ils n'ont pas. Enfin, il y a eu des remontées de clients quand même, hein, parce qu'il y a quelques méganes qui ont été vendus avec ces cardans-là. Et ils ne comprenaient pas. Et alors il y avait autour de la table, il y avait 30 mecs, ingénieurs, machin, et des gros salaires et tout. Et puis il y a le chef de service encore plus payé que les autres. Et puis j'avais le sentiment que j'avais été autour d'une table d'imbéciles qui étaient incapables de résoudre un problème technique, de roulement. Et puis il me demande mon avis, genre si tu veux t'intégrer dans la société, avoir un boulot dans la boîte et avoir un avenir, vas-y, ouvre ta tronche. Ben, je dis, bah, il faudrait peut-être commencer par regarder et mesurer le cardan, voir s'il est conforme. Ah ouais, ils n'avaient pas pensé. Et finalement, il s'avérait qu'au microscope, enfin, au projecteur de profil, bon, c'est un peu comme un microscope, mais projeté sur un mur, bah, ils ont vu que la forme de l'aiguille était différente d'un fournisseur à l'autre, et puis que c'était la cause de la casse. Voilà. Et j'ai demandé, mais je lui ai dit que c'est le chef de service, c'était une truffe, quoi. Il avait aucune compétence, il avait rien à faire comme chef de service. C'était une burne. C'était juste un gestionnaire d'encadrement, quoi. Et du coup, j'ai demandé, mais il gagne combien ce gars-là? Ils m'ont expliqué, bah, ce gars-là, il gagne 100 000 euros par mois, et il fait de la course automobile. Et il s'autofinance, tellement il gagne d'argent. Alors, un chef de service, méthode, juste pour les cardans et boîtes de vitesse. C'est-à-dire des chefs de service comme ça, méthode, il y en a plein. Chez Renault, par exemple. Il y en a plein. Et le mec, il est tellement payé qu'il se paye son sport automobile. Parce que ça coûte cher, hein, de faire Donc, il achète pas les voitures les plus prestigieuses, mais il achète la Renault Sport du moment, et puis il fait les courses toute l'année. Et puis voilà. Donc il pollue bien la planète, il fait bien n'importe quoi. Là, pour le coup, l'argent est dépensé, mais de la manière la pire, pour un sport qui n'est pas vraiment un sport, mais compétition automobile, c'est pas vraiment, on peut pas considérer ça comme un sport, c'est surtout un truc à faire de la fumée, quoi. Et puis des sensations. Donc voilà. Donc le premier, parmi un des plus grands voyous de la Terre, c'est le secteur automobile. Voilà. Et c'est pas en train de s'arranger, hein. Avec les voitures électriques, là, ils nous préparent des cochonneries de haut niveau. Surtout les batteries, hein. C'est surtout le point faible, c'est les batteries. Mais c'est alarmant, hein. Parce que le législateur ne défend pas la population. Il pourrait, hein, mais il ne défend pas la population. Et ils sont de connivence, quoi. Et quand ça va mal, parce que forcément, à un moment donné, bah, quand on vend de la merde, ça se vend pas bien. Ils font faillite. Bah, c'est l'État qui vient aider Renault pour le remettre à flot. Et il ponctionne sur vos impôts pour le remettre à flot des voyous. Voilà, c'est pour vous expliquer l'état d'esprit. Donc c'est dramatique, hein. Moi je pense qu'il devrait y avoir une loi qui impose le remplacement des pièces tant que les véhicules existent, hein. Si le véhicule existe 50 ans, hein, véhicule de collection, et ben, devoir de proposer les pièces à des prix raisonnables. Parce qu'un câble de boîte de vitesse à 350 euros, non, c'est pas possible. Donc on fait des calculs statistiques, on sait qu'il y a tant de gens qui vont avoir des voitures qui vont les garder, etc. Et donc on fait des stocks en conséquence, et puis c'est tout. Et puis terminé. Évidemment, s'ils relancent 10 pièces, ça coûte une fortune. Ils ne trouvent pas de fournisseurs, etc. Non, il faut qu'il y ait du stock pour 30 ans, 40 ans. Voilà, c'est tout. Et que ce soit recyclable. Et que ce soit réparable. Pas qu'on change un bloc complet, qu'on change la pièce d'usure uniquement. Voilà. Ça, c'est. Là, le législateur, il pourrait légiférer. Mais il fait quoi? Rien.
il vous prend des impôts et puis il va couper les arbres, il reste, il va dépenser de l'argent pour payer des gens à couper les arbres. Voilà. Voilà ce qu'il va faire. Voilà, là j'ai vu récemment, là, je ne me rappelais plus, mais dans la zone industrielle, ils ont coupé 200 arbres adultes de 30 mètres de haut pour poser une clôture le long d'une usine. Mais en fait, ils pouvaient poser la clôture, il fallait juste élaguer les branches du bas. Et le tronc de l'arbre était à 1 mètre du grillage, donc une distance tout à fait raisonnable. Et donc ils pouvaient poser son grillage juste en éléguant les... C'était moins cher. Et ben non, ils ont coupé tous les troncs au ras à 10 cm du sol, et hop, et ils ont fait ça en ligne et à dégager. Donc maintenant, il n'y a plus un seul arbre dans la zone industrielle. Donc déjà qu'une zone industrielle, ça pue. Mais alors là, ça pue encore plus, parce qu'il n'y a plus les arbres pour essayer d'améliorer la qualité de l'air. Et puis après ça, je voyais le maire qui faisait le kéké sur internet, là, avec un type qui plantait un amandier pour faire une image d'écolo. Mais en réalité, ils passent leur temps à détruire, hein. Donc le deuxième démon, c'est l'administration. Et tout le réseau complet, de Macron jusqu'à petit maire de la ville. Parce qu'ils obéissent. Ils obéissent à des réglementations, des normes, des lois, des machins. Et puis ils s'en foutent de l'environnement. Parce que comme on leur... en fait, de fait, comme on leur coupe les budgets, et qu'en plus ils sont ni conscience ni intelligence pour gérer un budget, parce que ça coûtait moins cher d'élaguer. Voilà, c'était une bonne gestion, c'était d'élaguer, beaucoup moins d'efforts. Parce que là, il fallait élaguer et couper les troncs, parce que pour pouvoir accéder aux troncs, parce que c'est des sapins, donc vous avez des branches basses qui vous empêchent d'accéder aux troncs. Donc ils ont été obligés d'élaguer le bas pour pouvoir couper le tronc. Bon bah s'ils faisaient que élaguer, c'était voilà, c'était moins d'efforts. Et puis c'était mieux pour l'environnement. Donc là, le maire n'a même pas eu cette intelligence, hein, c'est un médecin, hein, donc pas d'intelligence technique, pas de conscience, destruction, donc on leur coupe les budgets au maximum, ils prétextent qu'ils font mal parce qu'ils n'ont pas de budget, mais non, c'est pas ça. Et puis après, ils essaient de mettre en place des normes. Là ils m'ont dit récemment à la communauté de commune qu'ils étaient contre l'éolien, et là, j'ai reçu un courrier, ils vont mettre 6 éoliennes. Ouais, on est contre l'éolien, nous on est contre l'éolien, hein. Et quoi, il y a 3 mois, hein. Il y a 3 mois, ils m'ont dit qu'ils étaient contre l'éolien. Tous les maires environnants, ils sont contre ces éoliennes. Mais la communauté de communes, elle installe 6 éoliennes, soi-disant qu'elle était contre. Et des éoliennes de 250 mètres de haut. Ah, c'est pas rien, hein. Alors, le gros pavé en béton, là, au milieu du champ, qui partira jamais, avec du ferraillage, avec des tonnes de ferraille. Ça coûte une blinde en investissement. Ça produit quasiment pas d'énergie électrique. Les pales sont pas recyclables. Aux États-Unis, et elles s'usent, hein, parce qu'elles ont une durée de vie limitée, c'est du polyester, c'est prenez à la main, en bout de pale, c'est tout mou, hein, avec le bras, vous la bougez. Donc ça fatigue, et aux États-Unis, ils les enterrent dans les champs. Ils savent pas quoi en faire. C'est pas de l'écologie, ça, c'est de la corruption. C'est-à-dire, en fait, là où il y a l'éolienne, il y a un bail de location, l'agriculteur, il va toucher un loyer juteux, pour avoir accepté de mettre cette monstruosité au milieu de son champ. Il s'en fout de la suite, de l'avenir, etc. Il touche. Souvent, c'est un maire de village qui est agriculteur ou quelqu'un qui est dans la communauté de commune. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et donc voilà, et puis c'est bisbille. C'est comme ça que la corruption, la corruption peut être légale en fait, par intérêt personnel, quoi. C'est pas obligé de faire des trucs, des dessous de table et des billets. Voilà, voilà, en gros, voilà comment l'argent est utilisé. Donc, moi, quand je vois les jeunes qui font les fous, qui brûlent tout dans Paris, ça n'est qu'un début de réaction du peuple face à toute. Ils le méritent, hein. Tout ça, ça n'arrive pas par hasard. C'est leur mauvaise gestion, le fait qu'ils se désintéressent du peuple, qu'ils s'intéressent qu'à eux-mêmes, ça a des conséquences ensuite dramatiques. Voilà. Voilà. Donc moi j'ai tout ça à réparer, vous voyez, au lieu de faire des inventions et de passer du temps à créer des choses qui créent de la richesse, eh ben, mon temps est pris par la bêtise humaine, et donc ça, c'est pas une richesse, hein, forcément. Donc moi, forcément, je vais résoudre ce problème-là à ma manière, hein. Le contrôle technique, il verra rien du tout. Ça marchera super bien et ça tombera plus jamais en panne. Mais je peux pas vous dire comment je vais faire. Et c'est complexe, ça fait 1 mois que je travaille sur le sujet. Donc là, maintenant, je dois prendre des mesures de ce levier.
Là, il faut que je prenne des mesures précises de ce levier pour reproduire un levier de qualité. Et puis là, pour le pommeau, je vais pas, moi par principe, si vous rentrez dans leur jeu d'obsolescence programmée, vous rachetez les pièces. Donc vous rentrez dans leur jeu. Donc ils ont gagné. Donc ils continuent. Donc moi, je suis contre l'obsolescence programmée, donc je ne rachèterai pas de pièces. Je vais réparer autrement, mieux, plus durable. Et voilà, je dois refaire une pièce comme ça. Vous voyez, c'est pas spécialement simple. Et je dois refaire aussi une pièce comme ça, qui n'est pas simple non plus, parce qu'elle doit s'emboîter là-dedans avec 2 rainures. Voilà. Et en fiable, durable. Et je pense que jusqu'à 2035, bon, il faut que je tienne le coup. Et puis, autre problème que j'ai, c'est le FAP. Alors ça, tous les mécanos le dénoncent. Alors ça aussi, voyou, toute marque, le FAP, c'est une escroquerie. Quand j'ai commencé, alors c'est une escroquerie pour celui qui en a et pour celui qui en fait l'entretien. Et c'est une mise en danger des mécanos. Parce qu'en fait, ils sont obligés de faire tourner les voitures pour faire la mécanique. Pour vérifier, ils font des particules fines, ultra fines, dans les garages. Ils les respirent et c'est plus cancérigène que ce que c'était avant. Parce que c'était des grosses particules, donc elles ne pénétraient pas très profond dans les poumons. Du coup, bon, on toussait, etc. On les expulsait et ça n'allait pas très profondément. Maintenant, ça rentre très profondément dans les poumons et ça rentre dans le sang. Tellement elles sont fines. On est dans de la nanoparticule de carbone cancérigène, contenant des métaux lourds, tous les imbrelés et les cochonneries qu'on peut trouver dans les carburants. Sachant que les carburants, le fait aussi que l'État ait favorisé l'essence et le diesel, alors qu'il y a le gaz qui est beaucoup moins polluant, mais qui n'a pas été favorisé en France. Et il y a des endroits où, par exemple au Brésil, ils ont toujours roulé au gaz et pas à l'essence, majoritairement. Donc c'était meilleur, quoi. Voilà. Je dis pas que c'est formidable, mais c'est meilleur. Il y a moins d'imbrelés, il y a moins de métaux lourds, il y a moins de problèmes. Et puis votre gazinière, elle fonctionne pas à l'essence, hein. Elle fonctionne au gaz, hein. C'est pour pas polluer l'intérieur de votre maison, pour que vous puissiez respirer. C'est une combustion quasi complète. Voilà pourquoi. Voilà. Donc voyous sur l'environnement, mise en danger, et ils les ont rendus des malades. C'est des gens du contrôle technique, hein, qui sont principalement touchés par ces problèmes de maladie, parce que c'est eux qui font tourner le plus les voitures dans les garages. Parce qu'eux, ils ont un moteur qui tourne tout le temps. Donc moi, quand j'ai eu le FAP, j'ai dit qu'est-ce que vous en pensez des FAP, c'est mieux. Parce que le commercial, il me dit respirez, allez voir au bout de l'échappement, c'est formidable le FAP, il n'y a même pas de poussière sur l'échappement, c'est tout propre quand ça sort, c'est super. Et puis je vais voir, effectivement, il n'y a pas de poussière noire à l'échappement comme on avait avant. Je mets le nez dessus, puis je fais waouh, c'est irrespirable ce truc, c'est pas que du CO2 qui sort là. Il y a autre chose. C'est juste qu'on ne le voit pas avec nos yeux. Et c'est pour ça que j'ai posé la question au contrôle technique, et vous en pensez du FAP? Il me dit ah bah, c'est une horreur, on est en train de porter plainte parce que ça fait des maladies professionnelles, etc. On a des collègues qui ont le cancer à cause de ça depuis qu'il y a le FAP. Ça s'est hyper mal passé. Et le FAP, ça a duré 10 ans, quoi. Et ça continue encore un peu, hein. Donc c'est une arnaque, et puis après ils ont découvert qu'ils avaient trafiqué les chiffres et que finalement les émissions de fumée étaient... si on regardait dans la durée comment ça vieillit, bah, ça vieillit très mal. Moi, quand on passe au contrôle technique, il me dit que ça fume un peu. Donc le FAP, mon FAP a été changé à 80 000, là je suis à 120 000 et puis il me dit que ça fume un peu. Voilà, parce que ils vous vendent pas la voiture en vous disant ah bah ouais, mais c'est un diesel, vous devez faire minimum 40 km si vous voulez pas que ça fume. Alors ça veut dire que pendant 40 km je vais fumer puis après je fume plus. Non mais c'est grave, hein. Donc le FAP, ouais voilà, moi j'ai eu un problème de FAP qui s'est bouché. Puis c'est assez grave parce que ça peut vous casser le moteur. Parce qu'en fait ça crée des compressions entre l'huile et l'essence. Et du coup vous avez l'huile qui se met à passer dans l'essence. Et puis ça, les cylindres ils n'aiment pas parce que ça fait de la calamine, etc. Et puis vous avez le niveau d'huile aussi qui se met à monter. Vous avez l'essence qui passe du gasoil qui passe dans l'huile. Vous avez le niveau d'huile qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et puis vous avez votre moteur qui se met en surpression parce qu'il y a un trop plein d'huile, qui est un mélange d'huile et de gasoil, à cause d'un FAP bouché. Et vous pouvez casser le moteur. Alors j'ai commencé à avoir des ratés, des pertes de puissance.
J'ai été voir tout de suite le garage et il m'a dit bah, vous auriez continué à rouler, vous auriez cassé votre moteur. Joli, ils font des moteurs capables de rouler 600 000, mais le FAP fait en sorte que vous cassiez votre moteur à 100 000. C'est très très juridiquement, hein, moi je les mettrais direct en tôle, hein, parce qu'ils font exprès, ils le savent. Et ils savent et ils continuent. Donc après maintenant ils nous ont mis à l'essence. Bon après l'essence c'est pour mieux, c'est notre problème. Voilà. Bon, je vous résume la chose. Je vous ai montré l'obsolescence, les preuves hein, de leur mauvais travail. Et moi, bah, je vais travailler, mesurer ça et puis refaire une pièce qui va bien. Sachant que ces pièces-là, comme moi j'ai. Alors ce qui est étonnant, parce que j'ai acheté un véhicule de fin de série, dans une stratégie d'avoir des pièces détachées nombreuses dans les casses auto. J'ai acheté un véhicule de grande série, c'est-à-dire, je savais parce que j'ai travaillé chez Peugeot, quand vous achetez un véhicule, choisissez plutôt des véhicules de grande série, plutôt qui ne sont pas beaucoup vendus. Par exemple, si vous prenez une Safran, bah, il n'y aura pas beaucoup de véhicules vendus. 40 000, 50 000 maximum par an. Alors que sur une Clio ou sur une 206, une 207, 208, vous allez être à 2 millions de véhicules. Donc le service, comme on vend plus de véhicules, le service méthode chez Renault et même ailleurs ont des budgets de travail plus importants pour résoudre les problèmes. Parce que là, je vous montre des problèmes. Mais ce que vous savez pas, c'est que au service méthode chez les constructeurs, eh bien, en fait, ils travaillent à résoudre les conneries du bureau d'études. Puisqu'on embauche les mecs sur des tests psychotechniques à la con et qu'ils n'ont jamais fait la mécanique sur une bagnole de leur vie. Donc ils dessinent des bagnoles, ils les démontent même pas les bagnoles. C'est pas des mécanos. Ils ont passé un BTS industriel, machin, etc., conception de produits industriels ou ingénieur mécanique, truc. Et jamais les mecs, ils ont démonté une bagnole. C'est pas les mêmes diplômes. Vous avez les diplômes de garagiste et vous avez les diplômes dans l'industrie qui conçoivent les. C'est pas les mêmes. Les mecs, c'est des burnes totales. Ils construisent des bagnoles, ils font des conneries tout le temps. Et alors d'ailleurs, après, c'est le service méthode qui rattrape le coup pour arriver déjà à faire des bagnoles qui roulent et qui tombent pas en panne au moins dans la première année de garantie. Voilà. Sinon, ils sont obligés de faire des rappels de véhicules et puis ils perdent de l'argent, quoi. Donc, il faut qu'au moins qu'ils en gagnent. Le niveau de connerie, ça peut pas à ce niveau-là, hein. On en est rendu aux robots ultra modernes qui travaillent tout seuls, et à côté de ça, vous avez que des cons. C'est pas ça que des cons, parce que. Et puis c'est surtout qu'ils organisent les cons. Il n'y a pas de. Y a pas de on dit l'éducation nationale, mais l'éducation nationale, elle fout rien, quoi. Elle cherche pas à monter le pays vers le haut. Elle dit pas, bon, bah, si vous voulez dans votre vie être travailler dans l'automobile, bah, vous suivez ce cursus-là qui vous donnera le niveau de compétence maximal. Vous allez devoir d'abord travailler dans les garages, dépanner, voir les difficultés d'accessibilité pour faire la mécanique, faire en sorte que les gens réparent les voitures rapidement et pas avec des grosses difficultés, pénibilité physique et difficultés d'accès, etc. Et quand vous avez souffert à faire tout ça, ben, vous savez comment les concevoir les voitures. Ce genre de profil n'existe pas dans l'automobile. Vous avez personne dans les bureaux d'études qui ont suivi ce cursus. Là, parce que c'est les mécanos et les ingénieurs. Oui, c'est pas la même famille. Alors que ça devrait être totalement marié en fait. Voilà comment ça fonctionne. Et donc, comme vous avez 2 millions de véhicules qui sont vendus, le service méthode résout plus de problèmes. Et quand vous achetez un véhicule fin de série, il a forcément moins de problèmes qu'un véhicule de début de série. Parce qu'il y a des problèmes qu'ils n'ont pas vus. Et qui apparaissent suite à des plaintes clients. Alors ça peut être des problèmes de tolérance d'usinage qui ne sont pas respectés, ça peut être plein de choses, hein. Ou quelque chose qui n'a pas été vu aux essais, parce qu'ils font des essais, mais ils ne font pas des essais sur 10 ans. Ils font des essais qui durent 3 mois, 6 mois, et puis après, ils vendent. Donc bah, vous, quand vous avez le véhicule depuis 1 an ou 2 ans, bah, il y a des problèmes qu'ils n'ont pas vus, qu'ils n'ont pas pu voir, et qui vont apparaître, et qui vont revenir, et c'est le service méthode qui va résoudre les problèmes, et qui va remonter ensuite, qui va diagnostiquer le problème, étudier la solution, et ensuite demander au bureau d'études de modifier la conception des voitures. Donc voilà pourquoi j'ai acheté un véhicule de fin de série. Mais je m'attendais pas à ce que Peugeot me dise ah ouais, nous les pièces on les fait plus, quoi. Donc en fait le système est verrouillé. Quoi que vous fassiez, quelle que soit votre stratégie,
vous ne pouvez pas avoir un véhicule qui dure dans le temps. En fait, quel que soit l'usure de votre véhicule, euh, Peugeot estime que vous devez changer votre bagnole tous les 10 ans parce que certaines pièces ne seront plus produites après 10 ans. La loi, c'est 8 ans. Donc en 8 ans, la voiture, elle n'est pas usée. Donc Macron, là, qui fait le kéké là, avec son environnement, etc. Mais il ne fait pas d'environnement. Parce que les législateurs, ils ne travaillent pas sur les choses qui permettraient d'éviter de gaspiller des ressources. Parce que quand vous mettez votre bagnole à la casse, etc., il faut refondre la carrosserie, etc. Je ne vous dis pas la quantité d'énergie qu'il faut avoir. Du gaz, là, il en faut, hein, du gaz russe pour recramer, refondre toute la ferraille des bagnoles qui ont été en obsolescence programmée. Il en faut beaucoup. Et en fait, comme ce monsieur a envie d'être en conflit avec les pays dont il n'approuve pas la totalité des actes, derrière, on n'aura plus de gaz, on aura bientôt plus de métaux, parce que c'est eux qui fournissent tout. On va vers la catastrophe avec ces gens-là. Il faut absolument les virer du gouvernement en totalité et pas retomber dans le piège des beaux menteurs, hein. Il faut des dirigeants. Philippot, par exemple, il fait partie des gens qui, qui, en tout cas, déclarent clairement être en marge. Et c'est ça, on a besoin de gens en marge. Parce que les autres, ils sont tous de connivence, hein. Ils se connaissent tous, ils ont tous les mêmes méthodes de travail, ils disent tous on va vous sauver, et derrière, ils vous coulent. Donc, ils sont aux ordres de McKinsey. McKinsey, c'est les Américains. C'est le pouvoir par l'administration, par le dessous. On appelle ça ouais, le pouvoir. C'est un pouvoir dissimulé, voilà, vous le voyez pas. Donc voilà, moi je vais résoudre ce problème-là. Je vais dessiner ma pièce. J'espère avoir fini de réparer demain parce que j'ai toutes mes pièces maintenant. Je vais pouvoir faire le boulot. Et moi je vais graisser, contrairement à eux. Et puis là, ça c'est une nouvelle panne. Là, je l'ai déchiré tout à l'heure. Donc ça c'est encore un problème à résoudre. Bon, ça va pas m'empêcher de rouler, hein. Je peux le remboîter et passer des vitesses. Ça c'est pas la grosse panne, hein. Je vais pouvoir rouler. Mais c'est pas beau, c'est moche. Moi j'aime pas avoir un véhicule un peu déglingué, quoi. J'aime bien que ça s'entende. Voilà. Voilà, je vous ai fait un peu le résumé des obsolescences programmées que j'ai constatées sur la 206, hein, le FAP, les supports d'échappement en inox, le système de boîte de. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai cherché sur internet beaucoup de vidéos, j'ai eu la chance de tomber sur des gens sympathiques qui partagent leurs problèmes et puis qui vous apportent la compréhension de votre problème parce que quand vous avez une panne, vous ne savez pas, hein, c'est l'aventure, hein. Comment je vais accéder, qu'est-ce que je vais pouvoir démonter. Mon Dieu, là c'est la panique, hein. Donc c'est un gros cheminement pour savoir déjà la cause, parce que Peugeot m'a laissé tomber, donc c'est démerde-toi avec ta bagnole de 20 ans, là, va te faire foutre quoi. Euh, Puis vous pouvez pas les attaquer parce que c'est des ouvriers, c'est pas la direction, c'est la direction qu'il faut attaquer. Mais qu'est-ce que vous voulez attaquer la direction? Elle est à Paris, je sais pas où, là. On va monter avec mon petit drapeau et faire la guerre. Ou aller assassiner le vilain PDG qui est incompétent. Ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est pas. Le meilleur moyen, c'est vous rouler en vélo, quoi. Franchement, c'est la meilleure réponse qu'on a à faire à ces gens-là. C'est vous me faites chier, je veux plus de bagnole, voilà. Et ça, c'est pour les gens qui roulent pas beaucoup, ça devient intéressant de les louer finalement. Parce que vous libérez toutes ces emmerdes. Vous calculez, la voiture, vous en avez besoin peut-être que la semaine ou que le week-end. C'est à réfléchir franchement. Et j'ai vu que toutes les bagnoles, et Leclerc a bien compris, parce que toutes les voitures qui étaient à louer chez Leclerc, alors au début je les ai vus faire ça il y a 2 ans, ils ont acheté une trentaine de bagnoles. Ah, c'est pour vous dire qu'ils ont du pognon à plus savoir qu'en foot, à nous vendre de la merde, pas cher, et à faire des grosses marges. Donc ils ont tellement de pognon, ils savent pas qu'en foot, alors ils se sont dit pour faire du plus de pognon, on va acheter des bagnoles et on va les louer. Et les 2 premières années, je voyais, ça marchait pas. Il y avait toutes les voitures sur le parking et tout. Et depuis là, maintenant, il n'y a plus que 2 voitures de disponibles. Tout est loué. Ce qui se passe, c'est que tout le monde est tombé en panne, en obsolescence. On est dans la transition voiture essence, voiture électrique. Les voitures électriques sont trop chères, donc les gens n'investissent pas.
Les voitures essence, diesel, tout ça, les gens ils veulent pas investir parce que s'ils investissent maintenant, bah, elle sera même pas usée la voiture parce que c'est même pas sûr qu'ils fassent les 100 000 hein, jusqu'à 2035. Et donc ils investissent pas, donc ils louent. Voilà. Et je pense que c'est cette loi là sur les voitures électriques, cette transition électrique là, qui soudain a créé le déclic chez les gens. Et ils ont dit on va pas acheter de voiture, on va les louer. Et on va les louer de temps en temps dès qu'on en a besoin. Et puis on se promène en trottinette électrique pour certains, et puis d'autres pour un vélo. Je vois plus de trottinettes électriques que de vélos. Donc il y a beaucoup plus de feignants que de gens sportifs et d'écolos de fait. Puisque seule la force humaine est écologique. Voilà. Même s'il y a un petit peu de mécanique sur les vélos. Mais si on choisit bien son vélo et qu'on est bon en mécanique, ou qu'on ne roule pas comme moi, qui fait des accélérations à 2000 watts, qui use prématurément les chaînes, etc., euh, bah, en principe, voilà, c'est mieux. Voilà. Donc voilà, je vous fais un petit résumé de tout ça. Vous avez une idée, et puis je vais sûrement rencontrer des nouveaux problèmes de FAP, etc. Alors le FAP, petite combine qu'on m'a donné. 3000, alors vous avez le couple maximum à 2000 tours. Donc la zone rouge, c'est 4000, 4005 tours minute. Et en gros, l'idée, c'est de se mettre en troisième à 120 km/h, 110 km/h. Et puis faire tourner pleine balle le moteur à 3005, 4000 tours. Alors, vous sentez, il y a un bruit. Les moteurs diesel, ça n'aime pas tourner vite. Vous sentez des vibrations qu'il n'y a pas quand vous êtes à 2000. Vous sentez que la mécanique, elle n'aime pas trop qu'on lui fasse ça. Mais 3005 tours, moi j'ai fait 3500 tours minute pendant. Vous choisissez un long trajet que vous allez faire, un petit trajet de 100 km, et puis pendant 10 minutes, un quart d'heure, vous faites tourner, vous roulez en troisième et sur l'autoroute, et puis vous faites voilà, 3500 tours minute, 4000 tours minute, en essayant de pas trop casser le moteur, quoi. Et ça fait monter en température votre huile. Vous voyez votre eau et votre huile qui montent en température. Et bah, ça permet de décalaminer le FAP. Voilà, ça pyrolyse en fait. Ça pyrolyse le FAP. Et ça vous permet d'éviter de tomber en panne parce qu'en fait, c'est les petits trajets qui bouchent les FAP. Mais même ceux qui font des longs trajets, ils finissent par tomber en panne de FAP. Puis après, il y a la vanne EGR, il y a tout ça. Tout ce qui est. Le moteur est bon. Là, j'ai un bon moteur. Mais c'est tout ce qui est autour qui est pas fiable, quoi. Il y en a, c'est pire, c'est le moteur, hein. Donc là, faut pleurer. Parce que tout de suite, on est sur des budgets qui sont pas acceptables. Et des grosses main-d'œuvre, hein, demandant beaucoup de compétences. Donc ça, c'est pas pareil. Surtout que maintenant, les voitures, c'est plus compliqué qu'avant. Parce qu'ils ont foutu de l'électronique partout qui sert à rien. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'avoir les vitres électriques? Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'avoir les détecteurs de machin, de collision ou de parking? Ça sert à rien. De toute façon, il y a un con sur un supermarché, il ouvre sa portière, il vient de taper dans la boîte, et puis ça y est, il vous a beugné votre porte. C'est ça souvent les problèmes de carrosserie qu'on a, c'est pas je recule trop et puis je casse. Ça, c'est des cas beaucoup plus rares pour les femmes qui n'ont pas le sens de l'orientation, qui ont du mal à faire leur créneau. Mais il y a des hommes aussi qui ont du mal, hein. Il n'y a pas que les femmes. Donc voilà. C'est catastrophique. Voilà. On a les secteurs automobiles contre nous. On est obligé de se déplacer pour travailler de plus en plus à mesure que le chômage monte. Vous devez de plus en plus vous déplacer. Ça fait partie du truc, hein. C'est un calcul, hein, de l'État. Lui, ce qu'il veut, c'est prendre. Donc, pour prendre, il fait en sorte d'obliger à prendre. Et c'est accepté dans la population. Les gens ne se révoltent pas parce que il faut qu'ils aillent trouver du travail à 5 km. Ils vont se révolter pour des choses autres. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est que le peuple ne se révolte pas pour les vraies causes. Et donc, ils veulent développer la ville, mais la ville, c'est la mort de tout. Parce que plus vous avez des villes importantes, plus vous avez de déplacements, plus vous avez de véhicules. Et je dirais que la taille de la ville idéale, c'est entre 6 et 10 000 habitants. Un peu trop petit, vous manquez de services. Et au niveau économique,
Au niveau de l'industrie, il n'y a pas assez d'activité. Mais entre 6 et 10 000 habitants, vous avez des tailles de villes où on peut se déplacer en vélo. On peut aller bosser. On fait 3 km pour aller à l'usine. Ouais, ça fait des rayons d'industrie qui sont assez faibles. Et donc, moi 6 000, je trouve que 6 000 7 000 habitants, je trouve que c'est vraiment bien, quoi. Peut-être que l'idéal, ce serait 8 000 habitants. Mais ces mégalopoles, là, c'est sans avenir. Les coûts, tout est cher. Les impôts fonciers exorbitants, ils vont augmenter d'ailleurs. Ils vont mettre un prix, bientôt alors, ils ont organisé la société pour qu'on se déplace en fait, beaucoup. Et ça c'est les législateurs, les politiques hein, sont directement responsables de cette organisation, hein, ils la laissent faire, ils l'encouragent. Et ensuite, du coup, ça, tout de suite, bah, le vélo devient obsolète dans les grandes villes, de fait, parce que vous ne pouvez pas faire une demi-heure de vélo par jour, tout le temps. Enfin, je parle d'un aller, quoi. Si vous faites une demi-heure pour aller à votre boulot en vélo, c'est trop. Parce que vous allez tourner à 2 heures de vélo par jour, physiquement, c'est pas possible. Il faut que ce soit une demi-heure maximum par jour de vélo, pas, pas plus, quoi. Moi, je faisais 4 fois 10 minutes, ça fait 40 minutes, c'est bon. 4 fois 10 minutes, c'est bon. 4 fois un quart d'heure, ça commence à tirer. C'est encore bon, ça dépend de la physique. Au-dessus, c'est pas la peine. Ça, ou alors faut prendre des vélos de route qui crèvent là, enfin. C'est. Bon, si vous voulez en vélo de route, on a plus de potentiel, hein. Mais moi j'ai pas envie de rouler en vélo de route. Parce que c'est pas en fiabilité, c'est pas terrible, quoi. Voilà, voilà. Donc pour le moment, ça va pas dans le bon sens, ça va en empirant. Et ils vont mettre sur les voitures électriques, ils vont vous arnaquer, ils vont vous mettre une taxe kilométrique. Alors, je vais vous dire comment ils vont faire. Ils vont, quand vous allez passer au contrôle technique, eh ben, ils vont lire les compteurs. Et ils vont pouvoir recroiser entre ce que vous avez déclaré comme kilométrage sur votre feuille d'impôt et ce qu'il y a, et ils recroiseront les données informatiques par le contrôle technique. Et donc c'est verrouillé. Alors à moins de faire marche arrière au compteur, parce que apparemment il y en a beaucoup qui le font, hein. Je vois que depuis que les compteurs sont électroniques, c'est beaucoup beaucoup plus falsifié qu'avant. C'est beaucoup plus facile à contrefaire. Du coup, beaucoup de véhicules d'occasion sont à vendre avec des compteurs qui ont fait marche arrière. Et on peut le voir sur, en fait, on peut le voir sur l'historique sur des sites payants où on peut récupérer les données des contrôles techniques où on voit que, que le compteur a reculé en arrière au contrôle technique. Et les données sont stockées voilà, dans un fichier sur Internet et payant. C'est pas un refus ça va pas si votre compteur technique marche arrière, il refuse pas votre voiture au contrôle technique apparemment, hein. Ça passe, hein. Euh, oui, oui, tout est fait pour. Voilà, j'appelle ça vraiment du satanisme, c'est-à-dire qu'on organise la déviance dans tous les domaines. On fait en sorte que chaque secteur, chaque petit détail dysfonctionne dans la société. On met en place des choses payantes, mais toujours dysfonctionnelles, pas logiques, pas. Et puis, bah, ils sont 400 députés, ils ne sont pas écoutés par les ministres. Les ministres, c'est les ministres qui dirigent sans écouter l'Assemblée. Enfin, ça fonctionne plus du tout, hein. Macron, c'est devenu. Là, j'ai vu. Je l'ai vu. Alors, je sais pas si maintenant, en plus, sur Internet, vous pouvez ne plus croire à ce que vous voyez. Parce que maintenant, l'intelligence artificielle est capable de créer des vidéos de politiques qui n'ont aucune réalité, mais qui sont plus vraies que nature à voir. Donc, ce que vous voyez maintenant sur Internet n'a plus de réalité. Vous ne savez plus si c'est réel ou pas réel. Là, j'ai vu un discours où Macron passe son temps à parler de foot et de rugby et de Jeux Olympiques et de trucs futiles, alors qu'il y a des gens qui dorment dans des matelas dans Paris, qui n'ont pas de logement et qui travaillent, mais qui n'ont pas assez de salaire pour se payer un loyer ou qui ne trouvent pas de logement. Le pouvoir central, plus vous êtes près du pouvoir central, plus c'est maléfique. Ouais, plus il y a de problèmes. Paris, c'est. Voilà, vous êtes au pouvoir central, c'est là, vous, au plus près du démon. Ouais. Et donc le démon, il se déguise, il met une tête d'ange, et puis il vous séduit par le sentiment. Il obtient votre électorat, et vous retombez dans le même enfer, sans en jamais en sortir, tant que vous n'avez pas compris. Voilà. En gros, c'est ça. Donc voilà, c'est pas rigolo.
mais je le dis en souriant pour que la communication soit agréable. Voilà, et c'est tout. Ça sera tout pour cette vidéo. Je vous en ai dit pas mal, mais je vous fais mon témoignage. Voilà. Et l'attitude, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que je vois plein de gens découragés en fait. Ils baissent les bras. Non, il ne faut jamais baisser les bras, ça c'est la première règle. Votre premier client quand vous achetez une voiture, c'est le vendeur. Vous lui mettez plein la gueule. Vous allez, par exemple, vous achetez cordialement, vous lui en mettez plein la gueule, c'est-à-dire. Euh, comment vous dire? Vous avez besoin d'acheter une voiture. La dernière fois, vous aviez acheté une Peugeot, vous n'en étiez pas contente. Vous allez voir le vendeur Peugeot, et puis je dis, alors je voudrais une voiture. Alors au début, vous le faites mariner, vous faites croire qu'il vous est intéressé par ces voitures, etc. Vous le laissez faire son sketch, et puis il fait, oh, j'hésite finalement. J'ai eu plein de problèmes avec la dernière voiture que vous m'avez vendue, là. Et puis j'ai vu que c'était volontaire, c'était des malconceptions et tout. Vous aviez fait exprès de m'arnaquer. Je vais plus acheter vos bagnoles finalement. Et là, je réfléchis, là, et ça va voir. Et puis voilà, et puis là, vous m'avez arnaqué là, ça m'a coûté une fortune. Je peux pas m'en sortir, moi. Vous êtes des voyous. Et puis vous allez voir la marque d'à côté. Puis vous allez vous faire avoir aussi. Mais vous allez passer un message fort et puissant. Et si par exemple il fait 100 ventes par mois, si 100 clients lui font le même coup, il va devenir fou. Il va se dire putain, mon avenir est foutu, je vais être au chômage demain. Il faut que je parle à la direction. Il faut faut faire remonter du bas de la pyramide en haut de la pyramide faut que la fumée remonte. Parce que si la fumée est bloquée, il n'y a pas d'espoir. Tout est dans l'illusion. Le simple fait qu'ils croient, par exemple, quand ils font de la publicité, ils croient qu'ils vendent plus. Alors que tout le monde, les spams de pub, là, on les lit même pas, quoi. Mais ils croient que le spam et tout ça, ça donne des statistiques de vente, etc. Et ils emmerdent tout le monde avec la pub. Mais c'est une croyance, en fait. Ils croient, par exemple, que quand on fait des jeux pour gagner des petits lots dans les Leclerc, ça améliore et ça stimule l'envie d'aller à Leclerc. On ne va pas à Leclerc parce qu'on a envie de gagner un petit jeu à la con pour gagner une cochonnerie qu'on n'a même pas choisie dans le magasin. Et il y en a même qui dépriment parce qu'ils ne gagnent jamais. On n'y va pas pour ça, hein. Et si vous voulez, ils investissent et ils dépensent de l'argent et ils payent des gens pour faire des jeux dans les supermarchés parce qu'ils croient que ça améliore la stimulation de l'envie de venir dans leur magasin. C'est une croyance. La publicité, c'est une croyance en fait. C'est vraiment. La publicité, c'est un intérêt pour les nouveaux produits qu'on ne connaît pas, qui ont besoin de se faire connaître, et puis comme ça, les gens savent qu'il y a une solution technique à un problème. Là, oui. Mais c'est pas, la publicité, c'est pas utilisé pour ça. Et en fait, vous utilisez le mécanisme de croyance d'un vendeur constructeur. Quand vous lui faites ce coup-là et que vous lui faites 100 fois, le gars, mais il devient solide, dur comme le roc. Il dit, vous faites pas ce qu'il faut, c'est pas ça qu'il faut faire. Et si tous les vendeurs dans l'automobile en France font la même chose, demain, vous avez des voitures fiables. Par croyance. Que si vous ne faites pas de voitures fiables, les gens ne les achèteront pas. Parce qu'ils ne peuvent pas. Ouais. Et c'est ça le contre-pouvoir. Mais c'est un effort individuel. Il faut le faire. Si vous ne défendez pas vos intérêts, ils ne seront pas défendus. Voilà, c'est tout. Et puis c'est rigolo hein, d'aller emmerder un commercial, de le faire mariner et puis lui poser un lapin à la fin, c'est super marrant. Vous fendez la gueule. Hein. Mais c'est bien mérité. Parce que c'est largement mérité. Parce que lui, il s'est gavé sur votre tête. Et injustement. Il n'a pas créé de richesse, il s'est gavé sur votre tête. Il vous a appauvri, il crée des pollutions environnementales, il crée du malheur et du stress, et les gens, les stress, ils tombent malades aussi, parce que le stress et la maladie sont énormément liés. Et voilà, et c'est l'opposé dans le sens où il faut aller. C'est-à-dire que la Suisse, par exemple, se bat beaucoup plus pour défendre ses intérêts, et c'est pour ça qu'ils ont une démocratie directe. C'est parce que le Suisse a plus de caractère, et c'est un plus petit pays aussi. Mais c'est pas parce que c'est un petit pays qui s'en sort, c'est parce que le Suisse a du caractère. Et du coup, ils défendent plus ses intérêts. Alors, tout n'est pas parfait en Suisse, mais c'est beaucoup, beaucoup mieux qu'ailleurs. Voilà. Bon, allez, sur ce, allez, au revoir.